cynisme. Jamais, depuis l'indépendance, la justice n'a été aussi avilie et méprisée. C'est dire que le jugement rendu dans cette affaire était illégitime et les exécutions arbitraires. C'est pourquoi, et avec l'autorisation des organisateurs et du président du panel, je demande à l'assistance d'observer une minute de silence en hommage aux condamnés à mort, aux victimes de la torture et aux familles des disparus dont le sort n'a pas été, à ce jour, élucidé. Je vous remercie pour votre attention. Nous remercions Maître Esmani pour son intervention. Bien sûr qu'il nous a rappelé certains faits historiques en lien avec la période de mars 1973. Il nous a surtout interpellés par rapport au rôle de la justice, une justice qui est toujours en questionnement aujourd'hui, une justice défaillante et sur laquelle on devrait encore se mobiliser pour qu'ils puissent gagner en son indépendance par rapport à certains cas dont elle est saisie à ce jour. Écoutez, nous donnons la parole maintenant à notre ami professeur Daniel Nordman. Professeur Daniel Nordman est maître de recherche. دانيال نوردمان في أواخر الستينيات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط، وهو مهتم بتاريخ المجال بصفة عامة، وزاوج بين تاريخ المغرب. Pouchel, qui est voisin parisien, qui a d'autre part eu l'obligeance de contribuer avec Ahmed Lamsaye à un ouvrage que j'ai fait paraître récemment, et puis surtout la principale raison, c'est Brahim Pouchel, c'est un ami. Il y a donc cette logique, et puis je dois ajouter aussi que je suis depuis longtemps passionné par le Maroc, de différents points de vue, scientifiques, universitaires, amicaux, entre autres. Et je suis donc heureux de retrouver ici un public d'un pays qui m'est très cher, mais j'ajoute que je ne suis ni militant, ni partie prenante, ni témoin. Cela dit, ma passion pour le Maroc fait que je me sens en phase avec les amis qui sont présents ici. Et je voudrais le dire en passant parce qu'il me paraît que c'est très important. Alors, ma carrière donc est celle d'un chercheur, d'un universitaire, d'un professeur, un petit peu au Maroc au début de ma carrière et ensuite surtout en France, dans des universités et au CNRS. Par conséquent, ce que je me permets de vous proposer aujourd'hui, c'est une réflexion très générale, mais j'ai le sentiment que ce qui est toujours le plus éloigné d'un sujet est peut-être ce qui est aussi au cœur de ce sujet. C'est donc la question des relations entre histoire et mémoire, et un certain nombre
d'observation, 2 ou 3, dont je demanderai au public d'excuser le caractère très général, mais il me semble que c'est peut-être un point de départ, disons, théorique, sans plus. Je n'attribue aucune valeur à ce mot en ce qui me concerne. Première idée, c'est que cette question de l'histoire et de la mémoire, c'est la chose la plus répandue que l'on puisse trouver actuellement dans les recherches de ma discipline et peut-être dans des disciplines voisines. On le voit bien aux publications de recherche, aux thèses, aux mémoires, à la presse scientifique, aux interventions orales. C'est quelque chose qui est vraiment central et qui est en quelque sorte omniprésent. Histoire et mémoire, je parlais avec un de mes voisins d'un des derniers numéros, je ne peux pas plus vous citer, de Zaman. Eh bien, il y a un article sur histoire et mémoire et ce problème a été annoncé, développé au Maroc depuis 2 décennies. C'est à peu près l'impression que j'ai pour ce qui est de ce qui se passe en France. 1 ou 2 décennies. Alors, histoire et mémoire, dans les questions extrêmement sensibles, pour commencer, la traite des Noirs, la colonisation, la guerre d'Algérie, Vichy et la résistance, la Shoah, les guerres fratricides en Afrique ou ailleurs. Ici, on fait continuellement l'histoire de ce qui s'est passé à travers les résidus qui apparaissent dans les champs de la mémoire. Mais histoire et mémoire, si ce sont des notions et des concepts qui sont universellement répandus, ne sont pas réservés aux points les plus sensibles. On peut considérer aussi que dans n'importe quel type de recherche, qu'il s'agisse d'une ville, d'une famille, d'un quartier, du vêtement, de l'alimentation, il y a une part d'histoire et puis il y a une part de mémoire qui est en quelque sorte la conséquence, quelques années ou quelques centaines d'années après, de ce qui a fait l'histoire de cet objet. Alors, bien entendu, on ne peut pas considérer qu'il y a les points sensibles, les massacres, et les points qui ne sont pas sensibles. Il y a évidemment des confrontations, des rencontres entre les 2 champs, et il y a des points non sensibles qui deviennent sensibles à travers les phénomènes d'acculturation, par exemple, les clivages sociaux, les oppositions politiques. Quelque chose qui est totalement anodin autrefois devient, à partir de la mémoire, quelque chose de très sensible. Donc c'est la première idée, c'est une réflexion d'historien, mais elle n'est pas du tout particulière, elle inonde pratiquement tous les travaux en cours d'aujourd'hui. Deuxième idée qui me paraît importante, c'est que nous sommes ici appelés à méditer sur un certain nombre de faits du passé et de mémoires ayant enregistré ce passé, et chacun naturellement sera autorisé à prendre la parole pour ce qu'il a à dire et pour ce qu'on attend de lui. Alors le problème là est extrêmement grave, parce que je pense que de ce point de vue, il n'existe pas une légitimité de la prise de parole, il existe des formes plurielles de légitimité de la prise de parole. Je veux dire que l'acteur, le témoin, le juge, l'avocat, le journaliste, l'historien ont chacun un point de vue particulier, et ils ne constituent jamais une personne
unique. Chacun intervient dans un certain domaine où il peut exposer un point de vue et il serait illusoire de considérer qu'il peut être à la fois personne particulière et porte-parole de la généralité. On le voit très bien, un acteur n'est pas nécessairement un témoin, un historien, même s'il a accès aux sources qui s'ouvrent, heureusement, n'a pas été l'acteur ou la victime. Il y a donc des différences substantielles qu'il faut préserver, qu'il faut au contraire reconnaître. Je me souviens par exemple de la réaction qu'avait eue un historien assez connu, c'est l'un de mes amis, prestigieux, spécialiste de Vichy et de la Résistance, et bien de Vichy surtout, et bien lors d'un procès fameux qui a eu lieu il y a une dizaine d'années à Paris concernant un de ces accusés du système de Vichy, ayant appartenu au système de Vichy et aussi ayant été accusé de crimes de guerre d'humanité. Cet ami en question m'a dit, a écrit, je suis un historien et en tant qu'historien, je ne me sens pas autorisé à comparaître en tant que témoin devant un tribunal. Donc il y a des différences substantielles qu'il faut reconnaître. Alors il ne faut pas aller dans une voie excessive dans cette direction. Ça ne veut pas dire que la vérité est inaccessible, ça veut dire simplement, à mon avis, que la vérité, c'est un ensemble de professions, de déclarations dont il faut arriver à faire la synthèse, mais chacun à partir d'un point de vue particulier et surtout de ce que j'appellerais de la légitimité de la prise de parole. Troisième et dernière remarque, histoire et mémoire. Alors, histoire et mémoire, ce sont deux choses qui sont liées, histoire d'un fait et mémoire de ce qui s'est passé. Il me semble quand même qu'il y a une différence fondamentale entre les deux du point de vue de l'objet. L'histoire, elle est englobante. Elle vise à une certaine totalité. Elle vise à intégrer des faits, des concepts, des situations, des oppositions, connues ou mal connues, dans une relation qui peut être la plus proche qu'on puisse imaginer de ce que l'on peut plus ou moins malaisément appeler la vérité historique. L'histoire, elle est en quelque sorte englobante, totalisante. Je pense que la mémoire, c'est un point de vue qui est différent. Elle est partielle et elle est surtout sélective. Elle est ce qui reste. Il n'est pas question que tout citoyen, car au fond, le point commun de toute cette assemblée et de 1000 autres assemblées possibles, c'est que nous parlons en citoyen. Il n'est pas question que tout citoyen sache exactement ce qui s'est passé dans le détail, comme l'historien essaie de le reconstituer quand il travaille sur l'histoire d'une ville ou d'une classe sociale ou d'une pratique politique. Ce n'est pas ça. Ce qui reste, c'est la mémoire, c'est-à-dire la relation personnelle qu'un individu, une famille, une ancienne victime, un observateur d'aujourd'hui entretient avec ce qui reste, avec ce qui reste aujourd'hui. Donc la démarche est un peu différente et finalement on peut essayer de voir cette différence dans ce qui ferait la diversité entre une biographie et une autobiographie. Qu'est-ce que c'est que la biographie? Eh bien, c'est un travail de synthèse qu'un chercheur extérieur essaie de composer à partir des éléments qu'il puise dans les archives, dans les situations, dans ses lectures, et qu'il intègre dans son ouvrage de réflexion à l'insu même de la personne.
monde, il fait la biographie. L'autobiographie est quelque chose de différent, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose d'intériorisé, c'est quelque chose qui, comme l'histoire fait appel à d'autres disciplines qu'à l'histoire proprement dite, je pense à ce qu'on pourrait appeler les disciplines de l'âme, de la psyché, la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse. Dans les deux cas, ces disciplines peuvent être intégrées, mais elles peuvent être intégrées à des niveaux différents et la mémoire apparaît de manière différente, de manière plus individuelle, plus intime, plus intériorisée. Alors il y a un véritable débat de savoir ce qu'il est convenable de rechercher. Est-ce que ce sont les leçons de la mémoire ou est-ce que ce sont les leçons de l'histoire? Je crois que de ce point de vue, les historiens, c'est-à-dire la corporation à laquelle j'appartiens, sont un peu partagés de ce point de vue. J'ai évidemment mon avis sur ce point, un très modeste avis. Je crois simplement que ces questions, on doit les garder à l'horizon d'une réflexion ou de n'importe quelle réflexion, et c'est peut-être à ce titre que n'importe qui d'entre les présents ou les absents peut intervenir comme spécialiste, comme non spécialiste, et surtout, je crois, comme citoyen. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, et je vous prie encore d'excuser le caractère très général de ces observations, mais c'était peut-être les seules choses qui m'étaient aujourd'hui accessibles. أن مساهمته في هذه الجلسة ناتجة عن علاقته الشخصية بالمغرب، شغفه بالمغرب وعن صداقته بالأستاذ إبراهيم الشرح. وأبدى 3 ملاحظات أساسية. أولا أن كون موضوع العلاقة بين التاريخ والذاكرة موضوع يهيمن الآن في ساحة الكتابة التاريخية، البحث التاريخي حتى في البلدان الأجنبية، في فرنسا، في العالم بصفة عامة، وأن هذا الموضوع لا يخص فقط المواضيع الحساسة، ما يسميه المواضيع الحساسة في التاريخ السياسي، بل يهم كذلك جوانب متعددة، تاريخ الحياة اليومية إلى آخره. ولكن في فرنسا هناك مواضيع بطبيعة الحال يعني ضخمة وقوية، مثل قضية تاريخ الرق، تاريخ الاستعمار، تاريخ حرب التحرير الجزائرية، تاريخ فيشي، مرحلة فيشي. الملاحظة الثانية هي والتي هي نظرية مركزية في هذه المداخلة، وهي أنه لا بد من الانتباه إلى إلى الأشكال التعددية لشرعية أخذ الكلمة. أي ليس هناك شرعية واحدة في مجال أخذ الكلمة، ولا ينبغي أن تكون هناك شرعية واحدة لأخذ الكلمة في اتجاه الاقتراب من فهم الماضي وفهم التاريخ. والنقطة الثالثة وهي أن في اعتباره أن الفرق بين التاريخ والذاكرة هو أن التاريخ له طموح يعني تعميمي شمولي، والذاكرة تتصف بالجزئية والانتقائية. ولتوضيح هذه الفكرة قارن بين السيرة البيوغرافي والسيرة الذاتية. السيرة الذاتية حول شخص يكتبها مؤرخ بدون أحيانا علم المعني بالأمر، ويبحث في عدة مصادر إلى آخره، بينما السيرة الذاتية هي ما يريد الشخص أن يقول وما يختار الفاعل أو الشخص الشاهد أن يقوله حول تاريخه وحول تجربته. قبل الكلمة للأخ محمد بن سعيد، أريد أن أحيي حضور قبل أن أعطي الكلمة للأخ محمد بن سعيد أريد أن أحيي حضور الأخ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بيننا، وأريد كذلك أن أحيي حضور الأخت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. الكلمة للأخ محمد بن سعيد.